Et nous allons maintenant accueillir notre grand témoin qui va ouvrir ses travaux, Monsieur Barthélemy Jobert, qui a beaucoup œuvré à la fusion de l'université Paris-Sorbonne et de l'université Pierre et Marie Curie, et qui est maintenant président donc de la fondation Sorbonne Université, et qui a lancé récemment, donc qui a lancé le 13 juin dernier, la campagne de levée de fonds la plus importante en Europe continentale pour une université. Cette campagne s'appelle Bienvenue au futur. Elle a pour objectif de lever 100 millions d'euros, et nous allons voir qu'avec Monsieur Barthélemy Jobert, nous aurons certainement beaucoup de belles choses à leur souhaiter, et nous leur souhaitons déjà tout le succès possible. Merci Mélina aussi d'avoir œuvré à la venue, à la présence de Monsieur Jobert à nos côtés. Je vous demande d'applaudir Monsieur Jobert. Merci Yael. Alors, je partirai de cette campagne qui, en effet, comme il vient de vous être dit, est une campagne qui est tout à fait originale puisque c'est pour le montant la première campagne universitaire, je précise, en Europe continentale. Les Anglais sont devant nous. Et pour une université en France, il peut paraître extrêmement ambitieux de vouloir lever 100 millions d'euros, même si, dès qu'on se met dans un contexte international, et notamment qu'on regarde outre-Atlantique, ce sont des chiffres que je ne prononce pas, parce qu'à ce moment-là, on me regarde, parce que ça ne paraît pas être à la hauteur du nom de Sorbonne et de ce qu'est Sorbonne Université. Néanmoins, cette campagne, elle a été pour nous très importante. Comme l'a dit Yael, j'étais le président de l'université Paris-Sorbonne, et nous avons voulu que le lancement de cette campagne accompagne la création effective de Sorbonne Université, qui a été créée le 1er janvier 2018 par la fusion de l'université Pierre et Marie Curie, première université française en sciences et en médecine, et de l'université Paris-Sorbonne, première université française en lettres, sciences humaines et sociales, humanités. Cette coïncidence, elle était voulue parce que cette campagne, donc évidemment très importante, elle est complètement intégrée à la création de cette université pluridisciplinaire, première université pluridisciplinaire au cœur de Paris, où nous avons recréé une Sorbonne qui d'ailleurs n'avait jamais existé parce que les médecins avaient toujours été en dehors, mais en tout cas une union des sciences, des lettres et de la médecine qui n'existait plus à ce niveau depuis 1970. Il y a donc une vraie unité entre la création de l'université et le lancement de la campagne qui s'est fait, comme l'a dit Yael, le 13 juin par une séance en Sorbonne où nous avions invité des donateurs potentiels, des partenaires, et où ont pris la parole aussi bien le président de l'université, ce qui paraît tout à fait normal, que le président de la fondation, ce qui paraît tout aussi normal, mais également le président de notre comité de campagne. Et ça, c'est une nouveauté, je veux dire, là encore dans le monde universitaire, je précise, que du côté des écoles, c'est un peu différent. Le président de notre comité de campagne étant Thierry Breton, le président d'Athos, qui est lui-même un partenaire, enfin Athos, un des partenaires privilégiés en recherche de Sorbonne Université, avec la création passée, présente et future de différentes chaires de recherche qui mettent en action plusieurs de nos équipes de recherche. Ce lancement, il s'est accompagné d'une petite campagne médiatique. On avait ciblé un certain nombre de journaux. Bon, et ce lancement a eu un effet doublement positif. D'abord en interne, de mobiliser la communauté et de montrer que la Fondation avait une existence, ce qui n'est pas forcément évident. Je vais revenir dessus dans un instant. Et en même temps que cette campagne, c'était l'affaire de tous. Que la Fondation n'était pas un guichet qui allait lever les millions qu'après les gens allaient pouvoir utiliser, nos collègues allaient pouvoir utiliser à leur gré, qu'ils avaient besoin d'être partie prenante de cette campagne. Nous avons fait intervenir, et ça a eu un effet extrêmement positif, aussi bien des chercheurs que des étudiants, qui sont d'ailleurs, je crois, nos meilleurs ambassadeurs. Enfin, ils ont fait un tabac devant le public pour bien montrer que la campagne n'est pas quelque chose à part, mais que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie de l'université, de cette nouvelle université. Ça, c'était vraiment un point tout à fait essentiel que nous voulions mettre en avant. Le second effet positif, il a été à l'extérieur, parce que nous avons vu arriver des donateurs que nous ne connaissions pas,
et quelquefois pour des sommes très importantes, qui ont été attirés par... Alors, quand je dis éléments de langage, ça m'énerve un peu parce qu'on a l'impression de quelque chose qui est plaqué sur une réalité, mais par le message que nous voulions faire porter, et qui était que cette campagne est intimement liée à la création de cette université pluridisciplinaire et que ses objectifs sont ceux de la nouvelle université. Donc une campagne qui est organisée autour de 5 grands thèmes, dont la nouveauté n'est évidemment pas, si je puis dire, très évidente, parce que c'est à peu près tout ce que nous faisons ici à des degrés divers. La médecine du futur, la médecine de demain, la transition environnementale, la ville du futur, le dialogue interculturel et le patrimoine pour l'avenir. Donc vous voyez, ce sont des axes très vastes qui sont à chaque fois déclinés dans 3 directions. Une direction, je dirais, traditionnelle et qu'on attend d'une université de recherche comme la nôtre, la recherche. Donc, par le biais de chaires de recherche, par le biais de bourses pour les enseignants-chercheurs, par la création de programmes, etc. Une autre à laquelle nous tenons beaucoup, parce que c'est une originalité de cette fusion, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par rapport aux autres projets analogues qui ont pu exister en Île-de-France et en France, c'est l'accent mis sur les étudiants et la vie étudiante, et nous avons tout un programme de bourses notamment, qui commence maintenant à avoir un vrai succès. C'est-à-dire qu'on sent que c'est ça qui attire des donateurs potentiels, aussi bien du point de vue des entreprises que du point de vue des particuliers. Donc des bourses, je donne quelques exemples. Les bourses, je dirais un peu traditionnelles, c'est un programme Passeport pour le Master que nous avons développé avec Safran, où on donne une bourse de 1 000 € par an à des étudiants pendant 5 ans. C'est 10 000, pardon, 1 000 € par mois, 10 000 € par an, à des étudiants pendant 5 ans. Donc c'est des bourses qui sont à très très haut niveau. Ils sont accompagnés en plus par des tuteurs de Safran pour définir leur projet professionnel. C'est un programme vraiment extraordinaire qu'on va étendre. On a trouvé enfin un donateur pour le faire aux lettres l'année prochaine, et probablement à la médecine, et en tout cas avec d'autres participants. Donc un programme, je dirais, traditionnel, mais un autre qui est un peu moins, qu'on appelle pluriel, qui donne alors là une aide ponctuelle sur 1 an au niveau du master à des femmes engagées dans un cursus scientifique. Le but étant de valoriser, c'est plus sociétal, les femmes en sciences. Et puis un troisième, alors, qui est vraiment tout à fait original pour nous, et je pense pour une université, qui est Passeport pour les JO. Il se trouve que nous avons dans nos étudiants des sportifs de haut niveau qui ont vraiment le label de sportifs de haut niveau, qui travaillent à l'INSEP et tout, de possibles futures médailles olympiques. Certains qui ont déjà des médailles, c'est un coureur de haie, Aurel Manga, récemment aux Jeux européens en salle, mais qui a également obtenu une médaille de bronze au championnat du monde en 60 mètres haie, un plongeur qui a fait des miracles à Rio, et dont on espérera qu'il aura enfin sa médaille à Tokyo, des nageuses synchronisées. Nous les aidons par des bourses qui leur permettent d'aller encore plus loin en entraînement, ceci jusqu'aux Jeux de Tokyo. Ça y est, c'est fait, et on veut évidemment aller aux Jeux de Paris. Donc Passeport pour les JO, et on a d'autres bourses un peu en tête. Donc ça, ce sont les actions engagées pour la vie étudiante et pour les étudiants. Et puis nous avons également, troisième direction, tout ce qui concerne les grands équipements, que ce soit les bâtiments ou que ce soit des équipements scientifiques. On vient par exemple ainsi de boucler le financement d'un microscope atomique que nous serons les seuls en Europe à posséder, avec les Suédois, je crois. Et il y en a 4 dans le monde. Il y en a un en Chine et 2 aux États-Unis. Donc c'est un équipement tout à fait original pour l'Europe, pour la France. Et il l'est d'autant plus que c'est une plateforme, c'est-à-dire qu'il pourra être utilisé par d'autres intervenants universitaires ou du privé. C'est-à-dire comme ça qu'on est en train d'obtenir un financement du privé, l'entreprise en question étant intéressée à pouvoir avoir un créneau d'utilisation de cet équipement. Bon, mais nous avons en tête des bâtiments historiques ou d'autres équipements pour le futur. Alors,
ça veut dire que nous avons ainsi en portefeuille, si je puis dire, toute une série d'actions qui vont de quelques dizaines d'euros de dons à quelques millions, suivant la personne, l'institution qui veut participer à la création de cette université pluridisciplinaire de tous les savoirs de recherche au cœur de Paris. Alors, cette campagne, vous voyez, elle est partie avec un objectif très ambitieux qui, parce qu'on ne l'a pas commencé, comme vous le savez, je parle à des professionnels le 13 juin, il y a eu une campagne à couvert avant, qu'on avait commencé pendant le processus de fusion. Et en fait, sur les 100 millions, nous avons déjà dépassé tout de même maintenant bien la moitié. On est aux environs de 54, 55, 56 millions. Vous me direz pourquoi est-ce que vous n'avez pas des chiffres exacts? Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être signées, des choses qu'on nous a promises, mais où la convention n'est pas encore établie, et des projets en cours. Mais j'ai bon espoir qu'on atteigne, même qu'on dépasse les 60 millions d'ici la fin de l'année. Donc nous sommes complètement dans nos objectifs, si je puis dire, fixés au départ, en espérant en même temps les dépasser. Bon, sur cette campagne, je voudrais encore dire quelque chose, c'est que l'essentiel de nos partenaires, pas complètement, mais l'essentiel de nos partenaires jusqu'à présent, c'était de grandes entreprises, d'ailleurs pas forcément des entreprises industrielles, hein, il y a des compagnies d'assurance ou des mutuelles qui participaient à des programmes en médecine ou en sciences, du fait que la Fondation Sorbonne Université a pris la suite de la Fondation UPMC, qui avait été créée il y a 10 ans, et que moi je n'avais pas fait de fondation à Paris-Sorbonne, sachant qu'on était dans un processus de rapprochement, on ne savait pas très bien s'il allait y avoir une fusion ou pas. La Fondation UPMC pouvait nous abriter. Bon, les choses se sont faites dans la fusion et pour arriver à la création de la Fondation SU. Mais cette Fondation UPMC, elle avait une réalité, et cette réalité, c'était les sciences et la médecine, et essentiellement les entreprises. Mais nous avons aussi, je rebondis sur ce qui a été dit il y a un instant, nous avons aussi une base très solide de donateurs, à peu près 2000, dont le don moyen répété est de 150 € en gros. Ce qui veut dire que nous avons un noyau à partir duquel nous pouvons étendre, et c'est un de nos objectifs, les donateurs particuliers. Parce que nous avons un réseau de 360 000 alumni qui est en cours de structuration. Une université comme la nôtre doit en réalité tout bâtir pour être au rang d'une université internationale. Je veux dire en structure extérieure à l'enseignement et à la recherche qui font notre réputation. Et ces 360 000 € répartis dans le monde entier, 360 000 alumni, pardon, répartis, c'est révélateur. Ces 360 000 alumni répartis dans le monde entier, ils sont une ressource considérable pour l'université en termes de réseau pour nos étudiants. On pense immédiatement aux stages, au séjour à l'étranger, des choses comme ça. Mais également pour faire arriver et développer cette culture du don dont il était question tout à l'heure. Et il n'est pas innocent, on n'est pas non plus parti là par hasard, que notre réseau d'alumni soit en train de se structurer à très grande vitesse aux États-Unis, avec des dons qui commencent à arriver beaucoup plus vite qu'on ne le prévoyait. Alors, j'ai immédiatement poussé avec Mélina pour qu'on obtienne la déductibilité fiscale aux États-Unis que nous avons depuis maintenant 15 jours, ce qui, à mon avis, va déclencher non pas une avalanche de dons, mais des dons dont certains peuvent être extrêmement importants. Et vous voyez que quand je parlais de campagne globale, c'est à ça que je pense. C'est-à-dire qu'un réseau d'alumni sert à la fois pour l'université, pour sa réputation, pour nos étudiants, pour les alumni eux-mêmes. Moi, j'ai dîné avant-hier avec un ancien collègue de Sorbonne Université qui a été recruté à Princeton. Il me dit, moi, je veux, alors qu'il n'a pas fait sa thèse chez nous, je suis un ancien de la maison d'une certaine manière, donc je veux aller chez les alumni parce que j'ai besoin, il me l'a dit très franchement, de m'insérer dans un réseau. Même s'il est très bien inséré professionnellement, mais il a envie d'être dans une communauté. Et vous voyez que comme ça, se créent des affinités, des groupes qui, après, peuvent servir à tous les niveaux d'université et à la campagne de levée de fonds. Alors, on m'a demandé, c'est par ça que je conclurai, de dire un mot de mon engagement personnel. Vous avez vu un peu quel a été mon parcours. Bon, alors à l'origine, rien ne me prédisposait à la levée de fonds.
Je suis historien de l'art spécialiste du 19e siècle. J'ai eu une carrière en France, aux États-Unis, tout à fait normale pour un enseignant-chercheur qui m'a fait aboutir, enfin c'est là aussi où j'ai commencé, à Paris-Sorbonne. Et puis, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais par différents événements, différentes circonstances, je me suis retrouvé à être le vice-président de mon prédécesseur, chargé de la recherche, donc vice-président recherche. Et dans la foulée, avec le processus de fusion des universités qui était engagé, moi, c'est quelque chose auquel je croyais profondément. J'ai été élu président sur ce programme et réélu véritablement sur la fusion. Ce qui n'était pas forcément évident pour une université de lettres. Je le précise tout de suite que ce n'était pas évident non plus du côté des scientifiques et des médecins, parce que toutes ces communautés sont très, pas méfiantes, mais très précautionneuses les unes vis-à-vis des autres. Ce qui a d'ailleurs son importance pour la Fondation, qui doit parfaitement être neutre entre les différentes communautés, parce que les scientifiques me disent « vous ne travaillez que pour les médecins », me disent « vous ne travaillez que pour les scientifiques », et les littéraires me disent « vous ne travaillez que pour les scientifiques et les médecins ». Donc il faut arriver à montrer que nos programmes et nos objectifs sont répartis, sinon équitablement à l'euro près, mais en tout cas, en gros, entre les trois, nos trois champs disciplinaires. Bon, et donc je m'intéressais de toute façon dans ce processus de fusion à ces questions de levée de fonds, parce que je crois aussi profondément au lien qu'une université doit entretenir avec le monde extérieur. C'est-à-dire que je pense que j'ai vécu et travaillé aux États-Unis, qu'une des grandes différences qu'il y a entre le système universitaire français et le système universitaire étranger est que les universités ne sont pas suffisamment des centres de ressources intellectuelles. Que je sache, il n'y avait aucun président d'université parmi les 65 invités de M. Macron il y a 3 jours. Ça en dit long. Et donc, nous devons nous imposer, nous, universités, comme un centre de ressources pour la société dans son ensemble, parce que nous travaillons pour elle. Les différents thèmes que j'ai abordés et que je pourrais décliner de façon très précise avec des projets très précis à chaque fois montrent que nous sommes une ressource pour le futur de notre société, pas simplement en France, mais également dans le monde entier. Bon. Donc je crois évidemment à cette interaction entre la société et l'université, et une campagne de levée de fonds est une manière, comme je l'ai dit, d'activer ces liens entre nos deux mondes qui ne se partagent pas suffisamment. C'est donc assez naturellement, si vous voulez, que dans ce processus de fusion, on m'a demandé, et j'ai accepté, de devenir le président de la Fondation. Je dirais que je ne l'aurais pas fait, et je voudrais conclure là-dessus, si je n'avais pas eu la certitude d'arriver dans une structure qui était déjà opérationnelle et qui était déjà professionnelle. Et je pense que dans le monde académique, ça doit être un de nos principaux objectifs, de faire comprendre que la levée de fonds, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, et c'est quelque chose qui a une professionnalisation par derrière. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec ma directrice générale, Mélina Mercier, parce que j'ai aussi mes idées nouvelles sur ce qu'on pourrait faire de nouveau. Puisque, après tout, ce que nous faisons ici, c'est aussi de l'expérimentation en vraie grandeur. Mais le fait d'arriver dans une structure qui avait déjà bien fonctionné est tout de même très rassurant. Alors, je ne sais pas, ça ce sera à Mélina de le dire, si moi-même je me professionnalise à grande vitesse, mais enfin, j'ai tout de même l'impression de ne pas faire n'importe quoi. Je pense aussi que l'intérêt pour une fondation universitaire, académique, d'avoir un président ou un responsable qui est du métier est aussi une sécurité. C'est une sécurité vis-à-vis de l'extérieur, parce que non seulement j'ai une très bonne connaissance de l'université dans laquelle j'ai travaillé depuis 10 ans à des niveaux de responsabilité importants, et donc je connais nos ressources et je peux ainsi répondre très facilement à des demandes qui nous sont faites de l'extérieur, mais en interne, je dirais que mes collègues me font plus confiance qu'ils ne le feraient, je suis désolé, directement à Mélina, parce que là encore, c'est quelqu'un de la boutique qui vient leur parler et leur dire « j'aurais besoin de ceci, je voudrais que tu fasses cela ». Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je ne suis pas le premier président d'université à être président de fondation, puisque à Dauphine, c'était le cas. Sauf que le président de la fondation à Dauphine était également le président d'université en même temps.
Alors que là, si vous voulez, c'est un ancien président qui a pris la direction de la fondation. Donc j'ai l'impression d'ouvrir un peu des portes. C'est aussi assez valorisant. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. J'aurais pu retourner complètement à mon histoire de l'art, ça m'aurait assez plu. Mais là, je sais que nous sommes, Mélina, moi, l'équipe de la Fondation, utile à l'université, utile à ce projet, dont je terminerai en disant que c'est vraiment un tout, hein, qui pour l'instant a très très bien commencé, plus que commencé d'ailleurs. On est au tiers du chemin ou à la moitié du chemin, enfin plus à la moitié du chemin financier. C'est, je crois, l'avenir, hein, parce que c'est quelque chose que nous devons tous faire pour le développement de nos institutions académiques. Je vous remercie.